Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Smart Job. Vous allez retrouver bien sûr vos rubriques habituelles. J'espère que vous avez passé bien entendu un bel été et nous allons être ensemble pour toute la saison, toute l'année, pour parler emploi, ressources humaines, démissions, toutes les stratégies aussi gouvernementales en matière de pouvoir d'achat. On traitera évidemment de tous ces sujets dans l'émission. Vous connaissez notre rendez-vous et tout de suite, au sommaire, évidemment, vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, les entreprises face aux enjeux de la grande démission. Ça, c'était un sujet déjà dont on avait beaucoup parlé la saison précédente et on va en parler aujourd'hui avec Frédéric Petitbon, associé People and Organization chez PwC France et Maghreb, avec une étude mondiale et on fera évidemment un focus sur la situation française. Smart et Réglo, la rubrique de droit, vous la connaissez. Et si le harcèlement sexuel en entreprise était un problème, une difficulté, comment réagir lorsqu'un employeur est alerté? On fera le point avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. Puis dans le cercle RH, pour cette émission de rentrée, c'est bien normal, on donnera la parole au DRH, au vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre. Au menu, évidemment, les pénuries de main-d'œuvre, la réforme des retraites, le maintien des seniors aussi en emploi. Et puis, on parlera des DRH et les DRH dans tout ça. On en parlera avec lui pour cette rentrée de septembre. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera au télétravail. Et si ce télétravail encourageait l'internationalisation des contrats, on fera le point avec Julien Morisson, cofondateur de Chasseurs de Job et des Années Folles. Voilà le programme en route pour Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on parle, devinez quoi, bien de la grande démission. On en a beaucoup parlé. Ce mot est venu des États-Unis. Quel est l'état d'esprit des salariés? On en parle tout de suite avec Frédéric Petitbon. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, associé People and Organisation chez PwC France Maghreb. Vous avez sous le bras une étude PwC mondiale qui analyse la situation sur un certain nombre de pays. D'abord, la méthodologie. Comment vous avez sondé les cœurs? Comment vous avez fait? 52 000 personnes interrogées dans le monde, couverture mondiale allant de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas en passant par les États-Unis et la France, enquête en ligne, bon taux de réponse aussi en France avec plus de 2000 répondants en France, et un sujet qui passionne les salariés qui est le travail, mon travail, et est-ce que j'ai besoin de changer de travail? Alors, un chiffre, le chiffre mondial d'abord, pour avoir une vision un peu globale de l'ensemble des salariés mondialement interrogés. Un salarié sur 5 se dit susceptible de changer d'employeur au cours des 12 prochains mois. Seulement 1 sur 6. La grande démission n'a pas encore frappé de plein fouet la France? Non et oui. Le non, c'est pas comme aux États-Unis où les travailleurs sortent de l'emploi, rentrent chez eux, arrêtent de travailler, se consacrent à leur famille. Et le médiatisent même parfois. Se mettent à jouer en bourse pour ceux qui le peuvent, etc. En France, c'est pas le cas. En revanche, en France, le turnover est devenu très très élevé. On a 500 000 démissions par trimestre pour l'instant, avec effectivement de 20 à 30% de plus qu'avant la crise sanitaire. Donc, démission, non en arrêt de travail, oui en changement de métier. Alors, c'est intéressant parce que ça a été le thème du milieu de l'été avec le projet de loi pouvoir d'achat débattu à l'Assemblée nationale. 6 travailleurs sur 10 ont l'intention de demander une augmentation ou une prime à leur employeur au cours des 12 prochains mois. Et ils sont 5 sur 10 en France. Alors, c'est pareil, il y a moins de Français qui demandent une augmentation. C'est plus vrai ailleurs et c'est plus fort ailleurs. Comment vous l'observez, ce débat, je dirais, mondial sur le pouvoir d'achat? Parce que c'est de ça dont il est question. Mondial pouvoir d'achat, donc, et avec une relation transactionnelle avec l'entreprise. Je veux de l'argent, j'ai besoin d'être mieux payé pour ce que je fais. Tendance mondiale dans un travail transactionnel. En France, très élevé aussi, c'est la première raison qu'on donne pour partir de son entreprise. On est à près de 60%. Je ne suis pas assez payé. Je ne suis pas assez payé et je serai mieux payé ailleurs. Il faut que je change d'entreprise pour monter de salaire. C'est clair, net, précis. Cela dit, en France, une vraie différence que le salaire n'est pas à ce point distinctif par rapport... Alors, il est haut quand même, Frédéric, il faut le dire. Ça reste un élément quand même important. C'est le premier. C'est le premier. Donc, la première raison que j'ai de changer de travail, c'est après 60% le salaire. Aux États-Unis, c'est près de 80%.
Ça, c'est très intéressant. Juste un mot, parce que là, vous avez une vue panoramique sur tous ces sujets RH. Est-ce que parce que les salaires sont peut-être trop bas aux États-Unis, il y a un vrai vissage sur les salaires? Il y a un vrai vissage sur les salaires. C'est très important aussi dans les valeurs culturelles là-dessus. Et en plus, on a beaucoup de métiers qui sont des métiers cheap, si je peux le dire comme ça, donc avec effectivement métiers pas payés. Les métiers industriels de forte valeur ajoutée sont malheureusement pas les métiers les plus importants aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs. On appelle ça des jobs même aux États-Unis. Ce sont des jobs. C'est des jobs, des mini-jobs, si on veut, effectivement. Grande démission, ces chiffres, c'est quand même pour nous éclairer par rapport à votre étude. On va les découvrir. 71% justifient, vous l'évoquiez, leur grande démission par une hausse des salaires. Ça reste haut, mais quand même 69%, et là c'est là où ça devient intéressant en France, c'est que c'est la recherche d'un travail épanouissant. Et on en arrive à la qualité de vie au travail, la QVT. Qu'est-ce qui se dit sur le plan mondial et est-ce que la France se distingue des autres pays ? La France se distingue des autres pays en mettant plus haut les questions d'épanouissement, les questions d'autonomie, les questions de sens au travail, qui sont en dessous du salaire, mais à 50% de raisons pour partir. Et donc, il y a une attente vis-à-vis du travail qui est probablement plus importante en France. On attend plus, et on demande plus à l'entreprise sur le sujet. Alors, le sujet est passionnant. Avant de nous quitter, il y a un sujet sur les compétences. Parce que ça, c'est un autre sujet qui est lancé par le gouvernement français, qui est de dire, mais on a des millions de demandeurs d'emploi et on a des emplois non pourvus. Et en fait, au milieu de tout cela, c'est la compétence. Comment ça se passe sur le plan mondial et pourquoi la France décroche sur ce sujet ? La France décroche parce que les salariés ont l'impression que leur entreprise n'investit pas suffisamment sur leur upskilling, sur leur développement des compétences. Seulement 20% considèrent que c'est suffisant, alors qu'on est à près de 40% pour les États-Unis. Donc comment est-ce que mon entreprise m'aide à grandir? Si elle ne m'aide pas à grandir, j'ai tout intérêt à partir pour développer mes compétences ailleurs. Donc l'attente est très très forte sur le sujet. Il y a des attentes fortes des Français quand même sur la protection de santé, de sécurité des travailleurs. Là aussi, les Français se montrent, ils sont dans le top 3 sur ces sujets-là. Alors qu'on a effectivement un niveau de protection qui est de bonne qualité. Très paradoxal, ça d'ailleurs. Voilà. Peut-être encore un point, c'est leur attente sur le sérieux de leur entreprise, sur le développement durable. Oui, chez les jeunes, ils challengent beaucoup. Chez les jeunes, mais pas que, avec 20% des salariés qui ont l'impression que leur entreprise n'en fait pas assez pour rendre leur travail contributif d'un point de vue développement durable. Les dirigeants en parlent et s'engagent. En revanche, leur capacité à le faire passer auprès de leurs équipes, là, il y a encore du travail. Oui, c'est le top manager, puis ensuite, il faut que ça soit réel et concret. Concret, décliné. Il nous reste une poignée de secondes. C'est un détail très, très micro, mais j'ai vu quand même que chez les collaborateurs français, ils avaient bien parlé politique. Alors, dans l'étude, il y a quand même écrit que les chefs d'entreprise sont un peu vigilants sur ces sujets, mais au fond, ça crée aussi de l'engagement. Ce qui crée l'engagement, c'est de la transparence, de l'échange, pouvoir parler, pouvoir faire du voice, pour le dire en français. C'est fondamental. L'entreprise fait partie des lieux où on peut débattre. Merci Frédéric Petitbon d'être venu nous éclairer. Alors l'étude est beaucoup plus large que cela. Je vous invite à la consulter, l'étude globale Workforce Ops and Fears. C'est sur le site PwC. C'est une étude passionnante justement sur les DRH, l'état d'esprit des collaborateurs dans le monde, ce qui la rend évidemment passionnante. Merci d'avoir fait un détour dans Smart Job pour cette première émission de rentrée. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On parle de harcèlement sexuel avec Étienne Pujol. Smart et Réglo, le droit qui revient dans l'émission Smart Job. C'est très important d'en parler chaque semaine. Merci Étienne Pujol d'être avec nous, comme depuis l'an passé. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Très bonnes, et vous ? Très très bonnes vacances, en effet. Étienne, avocat en droit social au cabinet Berilo, et vous avez choisi de nous parler du harcèlement sexuel en entreprise, alors avec un sujet évidemment qui est un petit peu, dont il a fait parler de lui, beaucoup, côté Assemblée nationale notamment. Comment doit réagir un employeur lorsqu'il est alerté, par exemple une personne qui se plaint d'un comportement déplacé, d'une agression sexuelle, Comment on alerte? Comment elle fait pour l'alerter? Quelle est la filière là? Normalement, elle a des canaux, elle a des biais de remontée d'informations. Les entreprises ont l'obligation, celles qui ont plus de 250 salariés, de désigner un référent harcèlement sexuel. Comme le référent Covid, il y a le référent harcèlement sexuel. Exactement, il y a un référent qui est donc le canal. Sinon, les autres canaux habituels sont les DRH, sauf si le DRH est le harceleur,
l'employeur supposé ou les représentants du personnel, sauf si bien entendu les représentants du personnel sont les personnes supposées auteurs de ces infractions. Alors, juste pour définir en termes de droit, parce que Oui. c'est un vrai sujet, agression, harcèlement, c'est quoi une agression sexuelle et elle est définie par quel geste ou par quelle situation? Oui, alors il y a effectivement une sorte de maelstrom de comportement et il faut faire bien attention, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle parce que effectivement, c'est pas la même chose de mettre la main aux fesses ou toucher la poitrine d'une collaboratrice quand ça va dans ce sens-là que simplement faire des plaisanteries grivoises ou draguer au travail. La drague au travail continue à être légale, fort heureusement d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est français, mais que d'une manière générale, les relations, les liens sociaux se tissent aussi en entreprise. Bien sûr. On se marie beaucoup parfois de couples, avec des... exactement. Ben On oui. voit beaucoup de couples se faire là. Là où ça bascule, c'est quand un des protagonistes tente de prendre l'ascendant sur l'autre, c'est-à-dire fait carrément du chantage au licenciement. Par sa position hiérarchique, Par sa par exemple. position hiérarchique, exactement, ou d'autres biais. On a aussi des comportements sexistes ou en tout cas répréhensibles pour des hôtesses d'accueil, par exemple, qui sont victimes de harcèlement parce que des clients viennent et leur font des réflexions. Et puis, il y a aussi, effectivement, tout ce qui est des plaisanteries grivoises, des plaisanteries qui mettent mal à l'aise. Ça rentre dans quelle catégorie, ça? Ça rentre dans la catégorie du harcèlement sexuel, c'est-à-dire des comportements répétés D'accord. qui mettent la personne qui en est victime en difficulté, c'est-à-dire systématiquement offrir des bouquets de fleurs à quelqu'un qui dit non mais arrête là, tu commences à m'agacer, ou faire des réflexions sur la profondeur du décolleté, ou faire des réflexions sur une tenue vestimentaire, genre ah, c'est pour moi que tu t'es habillé comme ça aujourd'hui. De manière répétée, et on se met à la place de la victime, à la fin c'est quand même dégradant et c'est offensant. Et ça, c'est du harcèlement. Juste un mot, parce que là, évidemment, la balle va aller dans le camp de l'employeur, et il y a quand même des procédures à mettre en place, mais quand même, vous qui êtes avocat, on voit que pas mal d'avocats expliquent qu'ensuite, il faut prouver tout ça. Exactement. Et que très souvent, la victime galère. Exactement, et c'est la principale difficulté, et c'est pour ça que l'employeur a non pas l'obligation, enfin dans certains cas, il a l'obligation, quand l'alerte émane des représentants du personnel, il a l'obligation d'enclencher une enquête et d'y associer les représentants du personnel. Quand en revanche ça ne passe pas par ce canal-là, eh bien il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même fortement recommandé, et nous, avocats des entreprises, nous le recommandons systématiquement, de diligenter immédiatement une enquête. Il faut réagir, parce que déjà réagir, d'un point de vue juridique, c'est trop tard. C'est-à-dire que le Code du travail, on en a beaucoup parlé tous les deux, ces 2 dernières années, effectivement, l'obligation est une obligation de préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. C'est une obligation. C'est une juridique. obligation, et c'est une obligation de résultat. Et le fait donc que le harcèlement soit avéré, c'est déjà trop tard pour l'employeur, sa responsabilité est déjà engagée. Donc il faut mettre en place des formations et de la prévention. Et de la prévention. Et pouvoir le prouver. C'est pas tout de dire dans une charte, oui, bien sûr, on est très sensible à l'égalité homme-femme, évidemment, le harcèlement, c'est pas bien, etc. Non, il faut pouvoir le prouver qu'on a sensibilisé tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement avoir fait de l'affichage, mais avoir fait le cas échéant des actions de formation. Et puis s'il y a eu des précédents, il faut aussi montrer qu'on a agi pour prévenir la récidive, le fait que ça se reproduise. Et une fois, vous avez tout à fait raison, une fois qu'une alerte a été faite, il faut réagir immédiatement. Réagir immédiatement, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire on met à diligenter pied l'enquête. Non, mais on diligente l'enquête et ensuite quoi? On déporte le collaborateur qui est visé avec la présomption d'innocence. C'est comme en justice. Exactement. C'est comme quand une enquête de police démarre et on lui dit tu reviens plus au travail. Comment on fait là? Alors ça dépend des cas. C'est compliqué ça. Oui, parce qu'on ne peut pas dupliquer des processus Bah oui. à l'envi. Le premier cas, si les faits qui sont relatés sont extrêmement graves ou d'une gravité suffisante, effectivement, on suspend le collaborateur qui est présumé innocent, mais il n'en demeure pas moins que des faits lui sont reprochés. Et donc on le suspend pour éviter d'éventuelles récidives ou d'éviter que d'autres, ou qu'il fasse pression sur d'autres le temps de l'enquête. Mais c'est comme pour Donc une enquête de on met à police. pied à titre conservatoire, en attendant une sanction. Ça, c'est la première étape et souvent utile qui permet de libérer la parole aussi parfois. Exactement, parce que il n'y a plus cette chape quelque part sur la personne qui se plaint de ses comportements. Et puis après, on enclenche l'enquête. Donc ça veut dire que l'employeur va recueillir le témoignage de la personne qui se prétend victime. Elle ne l'est pas à ce stade-là. Hein. Elle se prétend victime d'une agression ou d'un comportement harcelant. Et puis, on va aussi recueillir les témoignages des autres personnes de l'entreprise. Avant de parler des sanctions rapidement, le salarié référent n'est pas assermenté, il n'est pas policier, enfin il n'a pas autorité de, il n'a pas autorité de poursuite. Non, mais en fait, il fait comme un policier. Mais alors, c'est pas vraiment comme un policier. On va la personne peut refuser. La personne peut refuser. Il n'y a aucune obligation. On est d'accord. On va avoir des entretiens.
c'est bien d'avoir une sorte de charte des questions qui sont posées, rappeler les droits des personnes à ne pas parler si elles estiment qu'elles n'ont pas à parler. Enfin, ça bloque l'enquête, en reconnaissant que si la personne incriminée dit je n'ai pas à vous répondre, et elle a le droit de le faire, qu'est-ce que fait l'employeur ? Eh ben, il va tirer les conséquences de son refus de parler et puis il va confronter aussi. Il peut le licencier sur ce motif ? Alors, il va licencier en fait au terme de l'enquête. L'enquête, elle va confronter la personne qui se prétend victime, les éventuels témoins qui auront peut-être des choses à faire, et puis on va aussi voir les échanges de SMS. Souvent, il y en a. Quand on parle de harcèlement sexuel, il y a souvent des échanges de SMS, des invitations à dîner, plusieurs appels nocturnes, etc. Et donc, on va confronter ces éléments les plus objectifs possibles Constitue le dossier. aux éléments de défense du collaborateur ainsi incriminé. Et puis après, c'est très important, et ça je m'adresse vraiment à vos téléspectateurs, c'est très important de garder des traces écrites de tous ces entretiens, parce que nous, avocats, on va en avoir besoin après dans la phase contentieuse qui ne manquera pas de suivre cette enquête-là. Et puis à la fin, il y aura un compte-rendu de l'enquête. Ce compte-rendu va servir à l'employeur pour tirer les conséquences. Soit il n'y a pas de harcèlement, et dans ce cas-là, on va expliquer... Il n'a pas pu prouver qu'il y a eu harcèlement. Exactement, et on va dans ce cas-là indiquer à la personne qui est auteur du signalement que les faits ne sont pas suffisamment constitués et qu'on ne peut pas sanctionner l'auteur des faits présumés. Soit le harcèlement, voire l'agression sont en revanche établis, et dans ce cas-là, eh bien, il faut sanctionner l'auteur, et la jurisprudence dit que dans ces cas-là, la faute grave est reconnue. Merci Étienne d'être venu nous rendre visite, c'est extrêmement précis, puis souvent chaque cas est complexe, chaque cas est particulier. En tout cas, il y a des cadres précis et prévention. On retient aussi l'idée de la prévention menée par les entreprises. Et réaction immédiate et enquête, et surtout écrit pour nous les avocats, c'est vraiment très important d'avoir des traces écrites. Et souvent mise à pied du collaborateur incriminé pour la sérénité de l'enquête, comme on dit dans les enquêtes de police. Merci Étienne, avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir comme chaque semaine. On fait une courte pause, et pour démarrer cette nouvelle saison Smart Job, on accueille le vice-président de la NDRH. On a plein de sujets sur la table, évidemment. Pénurie de main-d'œuvre, recrutement, la manière dont les DRH doivent se transformer, la place des seniors et la réforme des retraites. Bref, beaucoup de sujets et des questions à poser à Benoît Serre juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour démarrer cette saison avec Benoît Serre. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Vous êtes DRH France L'Oréal et vous vous exprimez régulièrement dans les médias sur les grands sujets qui agitent l'actualité. Et puis vous écrivez aussi beaucoup des articles où vous évoquez l'idée que les DRH doivent se transformer, qu'ils doivent faire leur évolution. On va parler de tous ces sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets de rentrée. Commençons par le sujet qui semble être la priorité du gouvernement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire au cœur de l'été pendant les rencontres d'Aix. Il a dit la priorité, c'est la pénurie de main-d'œuvre, impliquant l'idée qu'il fallait réformer l'assurance chômage une nouvelle fois. Est-ce que vous soutenez cette idée ? D'abord, que la pénurie de main-d'œuvre soit un sujet, oui, sous un double effet, une reprise économique pour le moment. Pour le moment, ça tient. On va voir combien de temps ça va tenir. Et puis, sous un autre effet. Qui est que vous avez quand même un phénomène, pas forcément de démission massive, mais d'instabilité ou d'imprévisibilité du maintien dans l'emploi. Donc l'un plus l'autre, ça fait qu'effectivement il y a une recherche de main-d'œuvre. Après, vous avez un phénomène plus sociétal, c'est pour ça que j'entends sur le fait de l'assurance chômage, mais il faut bien comprendre que parmi les éléments de pénurie de main-d'œuvre, notamment par exemple dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que, il y a aussi un changement des critères des gens pour accepter un emploi. Ils font un nouvel équilibre entre la contrainte et la rémunération. Donc c'est pas aussi simple que cela, et je suis pas certain que réformer ou durcir encore la réforme de l'assurance chômage générera immédiatement un phénomène de solde. Vous avez entendu, c'est un choix du président. Il a dit on va vers le plein emploi et on réforme l'assurance chômage. Non, j'ai entendu, mais ça peut couvrir une partie du sujet. Mais ce n'est pas forcément la question de la réforme de l'assurance chômage qui réduira le problème des pénuries d'emploi dans le temps. Il y a quand même un débat qui est posé par le chef de l'État, avec des débats compliqués pendant l'été sur le pouvoir d'achat. À la question du 14 juillet, ça remonte un petit peu, mais c'est important d'y revenir parce qu'elle dit quelque chose qu'on entend souvent sur le rapport qu'on entretient avec les demandeurs d'emploi.
la question lui est posée sur l'hôtellerie-restauration, pour ces salariés qui ne veulent plus servir des cafés. Et il répond, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale, donc des indemnités de Pôle emploi, pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal, dit-il, à l'entendre, parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la paient. Une nation, c'est tout un organique. Je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas de travail pour le financer. Est-ce que Ça, vous c'est dites... vrai. C'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est objectivement vrai, notamment la deuxième partie, à savoir que c'est bien ceux qui travaillent qui financent le modèle social. on est d'accord, on cotise. D'ailleurs, qui le financent à large part. Donc il faut peut-être s'interroger de manière plus générale sur ce sujet. Après, je ne suis pas certain que les gens raisonnent comme ça. Vous avez des gens qui raisonnent comme ça, mais ce n'est pas forcément la majorité. En revanche, il pose un autre point dans cette phrase qui est très importante, c'est la question de la formation et de la capacité à s'adapter à un nouveau métier. Et là, je pense que j'ai vu que d'ailleurs, le président de la République, dans cette même interview de mois de juillet, avait souhaité qu'on atteigne jusqu'à 1 million d'apprentis alternance. Voilà, ça, c'est des solutions beaucoup plus durables que la réforme ou pas de l'assurance chômage. Je ne crois pas qu'on va au plein emploi par la contrainte, on va au plein emploi par l'offre, la demande et l'adaptation. Alors, il y a un autre sujet qui est sur la table, avec cette crise, cette pénurie, cette inflation, c'est les salaires. Ouais. Alors ça, les DRH, là, on revient à votre cœur de métier. Vous êtes DRH, vous vice-président d'une organisation de 5000 DRH. Ça fait quoi? Ça fait 11 millions de... À peu près, ouais. plus de 11 millions de salariés. Ouais. Ça veut dire que tous vos collègues, ceux qui sont dans cette association NDRH, sont sous pression en cette rentrée. Il faut comprendre que toute l'économie est sous pression, toutes les entreprises le sont, qu'elles soient petites ou grandes, tout simplement parce qu'on est face à une situation d'inflation qu'on n'a pas connue depuis 30 ans. Vous n'avez pas beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui qui ont dirigé des entreprises avec des inflations à 5, à 6, à 7, qui généraient des augmentations de masse salariale via les augmentations générales de 5 ou de 6%. Donc c'est une équation économique quand même pas évidente parce que pour le moment, les prix de vente des produits n'ont pas encore suivi le... n'a pas encore répercuté Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est vrai qu'il y a une attente assez forte sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est le problème du gouvernement, avec les débats qu'on a entendus assez vifs quand même pendant sur la question. Bon, ça, c'est des prime mesures... ou salaire? Parce que c'est la question c'est des mesures, c'est des mesures qui ont leur utilité, on est d'accord. Mais structurellement, ça veut dire que vous avez des modèles économiques d'équilibre qui sont en train d'évoluer dans l'entreprise, avec une production qui coûte plus cher, donc une productivité qui doit être meilleure, et en même temps une réalité qui est l'inflation. Alors, vous vous souvenez que le projet du gouvernement, c'était le pouvoir d'achat et le partage de la valeur ajoutée. C'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de venir parler ici. Moi, j'en parle déjà depuis 2 ans. Je pense que le vrai sujet, il est là. Parce que ne parler que des salaires, ça met en péril les entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour faire évoluer leurs salaires. Donc c'est quoi? Participation, intéressement? Participation, intéressement, et sans doute le réformer, le rendre plus simple, éventuellement l'actionnariat salarié quand c'est possible. Il y a pas mal de choses qui peuvent être Thibault Langsade a évoqué le dividende salarié. Oui, mais ça a été repris par le candidat Macron avant qu'il soit réélu. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Il faut regarder comment ça se met en œuvre. Mais sur le fond, on voit bien, et c'est une bonne chose, que le débat s'est un petit peu élargi, pas uniquement sur les salaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer par les salaires. D'ailleurs, je vous signale que la plupart des entreprises, en 2022, début 2022, avaient fait quand même un effort assez significatif, et tout le monde semble l'avoir oublié. Certains réclament de nouvelles NAO en disant au DRH, attendez, ça ne suffit pas, parce que même les aides gouvernementales sont en dessous du niveau de l'inflation. Oui, mais, non, mais tout ça, je le comprends. La gestion de vos charges, c'est une gestion globale. C'est-à-dire que vous avez à la fois la même entreprise qui pourrait augmenter ses salaires va vous dire, certes, mais en même temps, mes coûts de transport ont augmenté, mes coûts de production ont augmenté, donc je dois trouver un nouvel équilibre entre tout cela. Donc c'est pas si simple. Après, moi, j'ai toujours observé, comme vice-président de la NDRH, que la plupart des entreprises qui pouvaient le faire l'ont fait. Ouais. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que celles qui pourront le faire le feront. Mais en revanche, je me méfie du côté très général. Parce que vous avez des PME aujourd'hui, il y en a beaucoup à la NDRH qui sont confrontés à des remboursements de PGE, à des problèmes de trésorerie. Ils ont commencé les remboursements. Et donc il ne faudrait pas qu'une mesure court terme vienne mettre en péril le moyen terme. Alors, quelques sujets sur les DRH, parce que vous avez écrit un papier sur il faut nous transformer. Puis dans une émission, il y a quelques semaines, vous évoquiez l'idée de faire quasiment la révolution. Les DRH doivent faire leur révolution. Vous alliez jusque-là. Je me suis laissé quand même dire que la qualité de vie, on l'a vu il y a quelques instants d'ailleurs avec l'étude PwC, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui a pris une place énorme. Mais vous parlez de quoi, vous? De qualité de vie au travail ou de qualité du travail? Parce qu'il y a un vrai sujet.
Je parle des deux, dire que la qualité de vie au travail, on évoquait l'hôtellerie-restauration, par exemple le fait d'être pas très bien payé pour des métiers avec des horaires à coupure, ça c'est de la dégradation de qualité de vie au travail. La qualité du travail, c'est ce que d'autres appellent le sens. Moi j'ai essayé d'élargir un peu la notion, disant que le sens au travail, tout travail n'a pas de sens, il faut le reconnaître. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont plus difficilement que d'autres. En revanche, le fait de bien savoir quel est votre rôle dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en quoi vous avez d'une certaine manière un caractère un peu irremplaçable, c'est autant d'éléments qui créent de la motivation et de l'engagement parce que vous savez pourquoi vous êtes là. C'est important. Vous savez pourquoi vous êtes là. Autrement dit, je n'oppose pas la qualité du travail à la qualité de vie au travail. Je dis simplement, on a beaucoup avancé sur la qualité de vie au travail depuis des années. Peut-être qu'en avançant là-dessus, on a un peu oublié la qualité du travail lui-même et le pourquoi des choses. Et je pense qu'on perd jamais de temps à expliquer le pourquoi des choses. Non, parce que la qualité de vie au travail, il y a un caractère autour du périphérique, autour du travail. Oui, alors, comment j'y accède, comment je me déplace, comment je mange. Alors, il y a ça, mais ça va beaucoup plus loin. Et du coup, ça posera nécessairement un jour la question du rôle de l'entreprise qui vient se substituer à un rôle plus sociétal. Pourquoi pas ? Ça fait un certain temps déjà que l'entreprise Oui, mais il y a un se moment où il va substitue. falloir trouver la limite de cela. Ou alors, dans ce cas-là, on dit que c'est l'entreprise qui assume la responsabilité du truc et pas la solidarité nationale. Pourquoi pas ? Mais ça, c'est réservé à plutôt des grandes entreprises qui ont les moyens. Donc, je ne suis pas certain qu'entre le développement inégal du télétravail d'un côté, le transfert vers l'entreprise d'un certain nombre d'éléments de type sociétal, on ne risque pas de creuser encore plus un monde du travail qui est déjà un peu séparé en deux. Donc il faut faire attention à ça. Un mot sur les compétences, et puis on va se tourner ensuite vers les seniors, parce que c'est un sujet que vous portez depuis longtemps à la NDRH, puisque ça nous amènera à évoquer, pour terminer, la réforme des retraites. Les compétences. Les chiffres PISA, alors on les sort souvent, et c'est pas à l'honneur de la France, sont mauvais. L'illettrisme ou la difficulté de déchiffrer des jeunes de 16 ans sont énormes. On voit qu'en France, il y a un problème de compétences. Qu'est-ce que vous proposez ? Quelles sont vos idées, vous, les DRH, pour dire, moi, je recrute des gens qui n'ont pas les compétences ou qui ne sont pas au niveau ? Déjà, le premier sujet, c'est que l'entreprise, elle a un rôle et une forme de responsabilité d'assurer ce qu'on appelle, c'est un mot barbare, l'employabilité de ses salariés. Et donc, dans une phase actuelle avec des métiers qui changent très fort, elle a une responsabilité de formation continue extrêmement importante. Et d'ailleurs, que la plupart assument plus ou moins. Alors, la réforme de la formation professionnelle a un petit peu réorienté les financements. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est mieux, c'est un peu plus clair quand même. Oui, c'est plus clair. Et puis moi, j'ai entendu la nouvelle ministre, la Carole Grandjean, qu'on connaît bien, la NDRH d'ailleurs, qui avait annoncé le projet. Bien le sujet. Je pense que c'est très important. Elle connaît très bien le sujet. Ça, c'est plutôt pour nous, en tout cas, DRH, une bonne nouvelle. Je crois même qu'elle a été adhérente à la NDRH à une époque. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, c'est dit. Non, mais c'est très bien. Vous aurez porte ouverte dans ce Non, mais on est très content parce que c'est important d'avoir des gens qui maîtrisent bien parce que c'est assez compliqué. Très technique. En fait, pour aller vite, vous avez deux problèmes. Vous avez un problème court terme. Ça, c'est la formation continue des gens pour les adapter au plus vite à la nouvelle situation, qu'elle soit technologique ou autre, organisation du métier. Puis vous avez une dimension un peu plus long terme et qui est absolument fondamentale pour pas payer un jour cher. C'est la réduction urgente de l'écart entre le monde académique, le monde scolaire et l'entreprise. Ça, c'est un sujet absolument majeur. L'alternance, tous ces sujets. Ça aide. Ça avance. Ça aide, oui. mais je crois qu'il y a une intention, de ce que j'ai compris d'ailleurs, de réformer les lycées professionnels, de faire rentrer l'entreprise dans l'école et l'école dans l'entreprise. Et ça, le ministre Blanquer avait déjà initié cela. Et c'était un point très positif. Je pense que ça va continuer en ce sens-là. Ça, c'est la solution moyen terme. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une pénurie considérable d'emplois sur les ingénieurs pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas assez qui sortent des écoles. C'est exactement ça. Donc ça, on aurait dû y penser. Donc, on manque d'ingénieurs. Si on ne le fait pas maintenant, c'est un petit peu le numerus clausus des médecins. Vous le payez 10 ans plus tard. C'est ça. Donc il faut, donc le rapprochement, et la plupart des entreprises, celle dans laquelle je suis en est témoin, a la volonté, et le fait déjà d'ailleurs, de se rapprocher du monde de l'école, non pas pour capitaliser le monde de l'école, non, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise, les aider à choisir l'orientation professionnelle, et puis surtout, peut-être d'ailleurs échanger sur, nous, ce qu'on voit comme compétences de demain, c'est plutôt ça, etc. On ne veut pas faire les programmes, on veut juste que cet élément soit pris en compte, et qu'il le soit plus... Moi, j'ai connaissance, par exemple, que je ne le citerai pas, parce qu'on est à l'antenne, mais j'ai connaissance qu'il y a un Master 2 RH où les étudiants n'ont pas eu l'intervention d'un seul DRH pendant 18 mois.
Pas pendant 16 mois. C'est absurde. C'est très léger, ouais. C'est très dommage. Mm. C'est très dommage pour le master lui-même, bon, c'est sa responsabilité. Et puis c'est dommage pour les étudiants, parce qu'après tout, c'est les métiers vers lesquels ils se destinent. Heureusement, c'est minoritaire, parce que moi-même et puis mes collègues de la NDRH, on a souvent l'occasion d'intervenir dans des écoles de ce type-là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la NDRH, c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, vous et Audrey Richard, présidente, étiez venus parler assez régulièrement, la place des seniors. Donc, on a un débat sur l'emploi, l'entrée des jeunes sur le marché du travail, puis il y a le débat du maintien en emploi des seniors. Alors, plus de 45, plus de 50. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne? Est-ce que vous dites qu'il faut réfléchir à un accompagnement, comme on a pu le faire d'ailleurs avec les jeunes, c'est-à-dire une fiscalité qui permette à l'entreprise de dire je garde ce senior? Nous, on a identifié le sujet des seniors il y a très longtemps, en fait, dès 2017. Donc, comme quoi on est tenace, ou on est entêté, je ne sais pas. Et patient. Aujourd'hui, j'observe que d'abord, le président de la République, dans sa fameuse interview du 14 juillet, que vous avez cité tout à l'heure, il l'a dit ça. Oui. Donc c'est nouveau, quand même, c'est une bonne nouvelle. On a bien compris que la réforme des retraites, qui sera évidemment difficile à faire passer, sans un vrai plan, je sais pas, on va l'appeler un senior une solution, si vous voulez, c'est un marché de dupes. C'est une bonne piste, ça. C'est un marché de dupes. Ouais. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, à l'NDRH, on est très contents parce qu'on porte ce sujet. Vous savez, on a été les premiers à proposer un index senior qui n'a pas été retenu, mais peu importe, on a mis le sujet. Maintenant, il y a une sorte d'évidence qui s'est installée, on a contribué au débat, et c'est une partie de nos responsabilités. La seconde chose, c'est que nous, on dit, arrêtons de développer des politiques de soutien aux seniors à 45 ans, mettons-les à 55, parce que quand vous regardez les statistiques, et je suis venu ici avec Gilles Gâteau, qui exactement, la même chose de la PEC, que c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. 45 ans. Non pas dans la capacité à rester en emploi, parce que ça, les entreprises se sont beaucoup améliorées, mais à en retrouver un. Donc il faut concentrer les politiques de soutien et d'aide sur 55 ans et plus. Et puis après, il faut que les entreprises elles-mêmes s'engagent. Vous avez peut-être vu le programme 50 générations là, qui a été lancé par 50 entreprises. En plus, je peux en parler à l'aise parce que l'entreprise qui est à l'origine de ce projet, c'est L'Oréal. Donc tant mieux. Et donc si les grandes entreprises, petites et moyennes d'ailleurs, s'engagent elles-mêmes à dire on va faire l'effort de recruter, conserver, développer, former les seniors, alors si on estime on va y arriver. Il y a deux sujets. Excusez-moi, Benoît Serre, il y a l'idée de maintenir en emploi un senior, où parfois la tentation d'un DRH dise mais moi je vais faire une petite charrette pour pouvoir libérer un peu d'espace et de masse salariale. Et puis il y a l'idée d'en recruter. C'est deux sujets un peu différents finalement. Autrement dit, les conserver ou créer des conditions de départ protectrices via les congés de fin de carrière qui ont été mis en place par exemple en 2017, ça marche plutôt pas mal. Donc c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la capacité à embaucher. Ça, c'est sûr. Et de le faire. Et de le faire. C'est sûr qu'il y a plein de freins qui viennent aussi des entreprises. Alors je pense pas que le fait de faire des améliorations fiscales va résoudre 100% du problème, mais si les entreprises, les partenaires sociaux et l'État s'engagent dans un plan pour l'emploi des seniors aussi fort qu'ils l'ont fait pour un jeune solution, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ça, c'est un point important. Et puis surtout, attention à ne pas nous créer, parce que là, on rentre dans les phases avec tout le baby-boom qui part à la retraite, c'est-à-dire qu'ils sont en train de partir, c'est-à-dire une armée de retraités pauvres dans ce pays. Et ça, ce serait socialement et sociétalement dramatique. Avec des pensions trop faibles, exactement, qui ne leur permettent plus aujourd'hui, et c'est déjà le cas depuis quelques années, de vivre décemment. Oui, et puis avec l'allongement de la durée de la vie. Enfin, nous, on a toujours dit à la NDRH, ce n'est pas qu'un problème économique, c'est un problème sociétal. Puisque ces gens-là, de 55, 60, ils aident, ils sont aidants de leurs propres parents, ils aident leurs enfants. Bon. Donc c'est un vrai problème sociétal. On est content de constater qu'enfin le sujet semble être à l'agenda du gouvernement. C'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Vous avez été pilote à la NDRH et leader sur ce sujet. Vous l'êtes toujours. Il y a quand même aussi un désir ou pas de continuer à travailler. On voit aujourd'hui même pas uniquement des salariés dans des métiers pénibles, même des cadres qui vous disent moi j'en peux plus. Est-ce que le débat du sens là aussi pour eux n'est pas posé aussi? Dire après tout moi. Non mais c'est respectable. Ce que je veux dire par là c'est que la liberté donc. Il y a oui mais d'abord la liberté avant tout. Là il y a le projet de la CFDT de la Banque des Temps. Qui permet aux gens de choisir un peu. Je trouve que ça, c'est assez malin. On va voir comment ça va avancer. Il y a aussi le fait, il y a des dispositifs comme les congés de fin de carrière qui permettent aux gens de partir en étant protégés avec leur retraite à taux plein, qui aujourd'hui coûtent très cher et qui n'ont réservé qu'aux grandes entreprises. Pourquoi le gouvernement ou les pouvoirs publics ou le Parlement, je ne sais pas, mettre en place un système d'aide pour les PME entre l'idée de les maintenir en emploi et de proposer des dispositifs qui les font partir. Je sais bien, mais pour les maintenir en emploi, il faut qu'ils aient envie d'y rester. C'est ça le débat. Je crois que, on parlait tout à l'heure de qualité du travail, il y a la question de la pénibilité. Mais c'est vrai que le sujet, c'est que si la réforme des retraites du gouvernement, telle qu'elle est pressentie,
elle a pour vocation à faire travailler les gens plus longtemps, ça va être compliqué. Si elle a pour vocation à augmenter les pensions, alors le regard est un peu différent. C'est-à-dire qu'on acceptera la réforme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. ça. Donc bon, on verra comment ça va se passer, parce que je pense que ça ne va pas être une réforme simple à faire passer sur un plan politique, mais ça, c'est pas C'est la double peine. Vous évoquez l'idée d'une double peine. C'est-à-dire qu'on réforme, on fait travailler plus longtemps, mais au même moment, on baisse aussi. Alors, moi, j'ai entendu le président de la République, dans sa phase de candidature à la présidentielle, expliquer qu'il voulait faire deux choses. D'un côté, faire que les Français travaillent plus longtemps pour des raisons de production, de productivité et d'enrichissement du pays, et ça s'entend. Et en même temps, permettre une revalorisation des pensions jusqu'à un minimum de 1100 euros. Ouais, c'est ça. Très bien. Chiche. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si on n'a que la moitié, ça ne marchera pas. Et il y aura des crispations dans le pays. Merci Exactement. Benoît Serre. C'était un vrai plaisir de vous accueillir pour cette première émission sur tous les thèmes que l'on va traiter évidemment tout au long de cette saison dans Smart Job. C'est un vrai plaisir. Vice-président de la NDRH, DRH L'Oréal France, très investi sur tous ces sujets évidemment, et notamment les seniors. Vous viendrez peut-être nous en reparler. Mais avec grand plaisir. Quand le gouvernement. La saison s'ouvre. La saison s'ouvre, exactement. On termine notre émission avec cette rubrique que vous connaissez bien évidemment, Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler télétravail parce que c'est un sujet dont on va continuer à parler. Et si ce télétravail encourageait l'internationalisation des contrats. Et ça, c'est un sujet que vous portez, Julien Morisson. Exactement. Ravi de vous accueillir pour cette première émission. Vous êtes le cofondateur de Chasseurs de Job et des Années Folles. Chasseurs de Job, qui sont ces indépendants qui vont accompagner les demandeurs d'emploi. Puis les Années Folles, c'est de l'influence. Il faut être précis. Alors, vous êtes intéressé à ce sujet parce que vous vous êtes dit, mais effectivement, oui, pas de télétravail, pas de candidat. C'est ce qu'on lit, en tout cas, régulièrement dans la presse, c'est ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux. Désormais, les candidats donnent un peu le là. Chaque entreprise cherche péniblement et durement à avoir des candidats, et ceux-ci disent, il n'y a pas de télétravail, et bien écoute, je ne viendrai pas chez toi, je ne viendrai pas postuler chez toi. Et on voit que c'est un phénomène qui prend un peu de l'ampleur. Alors du coup, on a des entreprises, notamment des startups, mais pas que, qui se sont dit, eh bien, finalement, moi, je suis à Paris, mais ça ne me pose pas de problème que mon salarié travaille à Marseille ou à Toulon. Je vais le voir une fois par mois. Il viendra le matin, l'après-midi ou le soir. À partir du moment où le travail est fait, bon, du coup, c'est OK pour moi. Ça veut dire que, et ça se dit aussi avec une augmentation de salaire, tout ça, il y a des enjeux, parce que là, vous me parlez de Toulon, vous me parlez de Marseille, jusque-là, bon, on est sur le contrat français en France, mais si mon service, l'entreprise, mon service comptable, tiens, je vais le faire en Bulgarie, en télétravail, après tout, ça marche très bien, c'est 2 fois moins cher. Alors, disons que... Non, mais si je veux mettre... C'est une bonne remarque. Alors, l'aspect positif, on va commencer par le positif. Ouais, commençons par le vert plein. Soyons un peu... C'est la rentrée, bon sang. Les Français sont toujours un peu... Mais on a effectivement beaucoup de GAFAM qui recrutent qui recrutent des Français en France et qui ont la capacité de pouvoir payer plus. On parle de 20, 30, 40% d'augmentation avec des grands groupes qui ont de plus en plus de mal à s'aligner et qui devront réfléchir à des politiques RH différentes. Donc ça, c'est le côté, effectivement, qui est positif, qui va critiquer. C'est pas le salarié qui va payer 30% de plus, qui va dire non, parce que mes collègues à moi sont moins payés, donc je vais rester avec... Bah non, il va accepter, voyons, ça me paraît être du bon sens. Mais effectivement, il y a un revers un peu de la médaille, si on peut dire. Alors, j'ouvrais le sujet sur cette question, mais vous l'évoquez et c'est important. Il y a les recrutements français, bon, jusque-là ça va, mais il y a aussi le recrutement à l'étranger. Oui, alors... Là ça disrupte tout, là. Et complètement. En fait, c'est assez fou. En scrollant sur LinkedIn, parce que j'aime beaucoup, évidemment, LinkedIn dans le cadre de notre agence, je suis tombé sur une entreprise qui expliquait, amis chefs d'entreprise, vous souhaitez recruter à l'étranger, n'hésitez pas à passer par nos services. Et en regardant sur les commentaires étaient, comment dirais-je, assez vindicatifs, en disant, d'accord, puisque vous n'arrivez pas à recruter en France, vous allez faire du dumping social. Et en fait, l'entreprise, elle est assez simple. C'est une entreprise de portage qui dit, mais vous voulez aller en Angleterre, appuyez-vous sur une entreprise de portage en Angleterre. Mais vous voulez aller en Bulgarie, appuyez-vous sur une entreprise de portage en Bulgarie. Je me suis dit, oui, mon fameux salarié qui est à Marseille, puisqu'il va voir son patron qu'une fois. Finalement, le patron va se dire, mais que je vois mon salarié une fois qu'il soit à Marseille, que demain il soit à Sofia ou à Sao Paulo, finalement, ça ne change pas grand-chose à la donne. Sauf la durée de voyage pour rejoindre une fois par mois l'entreprise. Oui, c'est pas... Si on prend les transports collectifs, effectivement, de Sao Paulo, ça va coûter un peu plus cher que le Navigo. Mais c'est-à-dire que vous dites qu'il faut avoir une logique beaucoup plus internationale, finalement. C'est le pari que font certains. Exactement. Parce que j'ai trouvé que c'était assez malin dans l'approche en se disant, mais finalement, à partir du moment où on va transcender... Le télétravail, je pense qu'il faut comprendre. Le télétravail transcende les distances et transcende même les frontières. Jusqu'à présent, on avait... Internet, d'ailleurs. Internet, exactement. Entraînant le télétravail. Exactement. Avant, on avait, lié notamment à la directive Bolkestein, la possibilité pour des gens de faire détacher. Mais parce qu'ils venaient en France. Maintenant, le patron va dire, non, mais attendez, moi, il reste dans son pays et je paye les charges, je paye les services qui ont attrait au coût de l'emploi.
mais dans son pays d'origine. Et donc c'est ça qu'on va sentir poindre, des difficultés de recrutement, certes, mais moi je veux m'implanter, je veux aller à l'extérieur, j'ai pas besoin de rester dans le pays, je vais pouvoir m'adosser à des structures, notamment celle-ci. Alors là, vous soulevez quand même un autre sujet, parce que Bolkestein, ça avait suscité pas mal de débats, la fameuse directive Bolkestein. On avait évoqué le fameux plombier polonais. Exactement. Ça avait été le débat, pris en photo, ce très bel homme. Exactement. Néanmoins, ça pose la question de l'harmonisation des règles fiscales, sociales européennes, et on ne les a pas. Ça veut dire que ça devient intéressant pour un salarié bulgare d'être en télétravail pour une entreprise française. Exactement, parce qu'on peut imaginer que l'entreprise française, elle paiera plus que s'il restait travailler pour le bulgare. Et souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, mais si Facebook ou si Amazon paye plus cher le français va être très content. Il l'est un peu moins quand exactement la même chose se déroule, mais vis-à-vis de pays dont le coût de la main-d'œuvre. Et je mets bien le coût de la main-d'œuvre. Je ne dis pas forcément le salaire, parce qu'on sait qu'en France, on a un pays dont les charges sont importantes, joue. Et on voit bien qu'avec ce télétravail, j'insiste sur ça, et qu'à partir du moment où le lieu de travail devient quelque chose d'un peu lourd, d'un peu vaseux, que personne n'a envie de fréquenter, l'entreprise va se dire, ok, très bien, donc si j'ai plus besoin d'espace de travail, finalement, pourquoi je ne peux pas travailler dans le monde entier? Et je trouve des sourcings de recrutement que je n'avais pas dans mon champ hexagonal pour la France. Exactement. En revanche, vous n'avez pas insisté, juste avant de nous quitter, c'est important, sur les réactions et commentaires, parce que tout ça Ils sont très disrupte. critiques. Enfin, les Français, quand même, s'accrochent aussi à leur statut et à leur travail, quand même. Elles sont très critiques parce que d'un côté, vous avez l'encouragement du télétravail qui dit mais moi je travaille de distance quand je veux, comme je veux et je veux pas d'impératif. De l'autre côté, il y a oui, mais alors du coup, nous on demande des augmentations de salaire. Donc si votre seule réponse est de recruter des gens en Bulgarie, en Roumanie, parce que c'est souvent ça qu'on prend comme exemple, ou en Espagne, du coup c'est pas OK. Et on voit bien encore une fois que dans une situation qui met en avant du fait de l'offre et de la demande, qui mettrait les candidats en avant, les chefs d'entreprise jouent encore à un jeu de dumping social. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Non, c'est ce qu'ils craignent en tout cas. C'est ce qu'ils craignent. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire finalement, et si les entreprises qui ne permettaient pas, qui permettaient, on va dire, de sauver, alors les emplois c'est un peu excessif, mais en tout cas on sait que Tesla, on sait que de plus en plus d'entreprises, notamment JP Morgan, dans les analyses, considèrent elles que le télétravail en fait n'a pas fait des gains de productivité et veulent revenir à une situation. Et je dirais que les entreprises où il va falloir revenir, elles vont pas être délocalisables parce que vos salariés seront présents. Les entreprises, notamment les startups, où vous n'avez plus d'attache, où tout est à distance, je dis attention, atomisé, warning, il va y avoir à ce jeu-là la possibilité de travailler dans le monde entier, et donc finalement qu'on travaille avec vous ou un autre, à partir du moment où les rapports sont distendus, attention au lendemain qui déchante. Et ça pose des questions sur les harmonisations fiscales, Exactement. qui pose des questions sur le code du travail de chaque pays respectif, parce que finalement il y a le temps de travail, enfin toutes ces règles fixées dans des codes n'existent quasiment plus. Non, il n'y en a pas. Rien que par les décalages horaires, on peut travailler, se retrouver à faire des réunions de nuit parce que le salarié est à l'opposé. Donc en fait, il y a tout à repenser. Oui, tout à fait. Merci Julien de nous avoir rendu visite. Merci. Julien Morisson, cofondateur de Chasseurs de Job. Les années folles, ça c'est de l'influence. Chasseurs de Job sont les indépendants qui vont accompagner des demandeurs d'emploi pour leur permettre de retrouver du travail. Merci d'être venu nous rendre visite pour cette première. C'est terminé, oui c'est terminé. Merci à toute l'équipe, merci à Ulysse qui était à la réalisation, merci à Thibaut Ausson, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Et moi je vous dis demain évidemment en avant pour une saison, la saison de Smart Job. Bye bye.